Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule, la chaîne qui vous veut du bien. Ici Vanessa, je suis psychopraticienne, je suis diplômée en programmation neurolinguistique, thérapie conjugale et familiale, certifiée en hypnose, en DNR, qui est une variante de l'EMDR, et en plein d'autres choses. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Un sujet vraiment intéressant et important pour toutes les personnes qui sont en train de réaliser ce qui leur arrive dans une relation toxique avec un narcissique, un pervers narcissique ou un contrôlant. C'est le processus de destruction de l'estime de soi. Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que ça vient toucher en nous? Pourquoi est-ce qu'on est si fragile à ça? Comment la personne toxique s'y prend pour détruire en assez peu de temps finalement, si aisément, l'estime de soi, la confiance en soi et le sens de qui on est profondément. Alors, c'est la particularité de ces relations. On peut tous avoir des relations compliquées. On peut tous avoir un chef un peu irascible, une mère un petit peu contrôlante, on peut avoir une amie un peu oublieuse. Mais là, on parle d'autre chose. On parle de choses qui vont venir toucher nos failles profondes, qui vont les aggraver tellement qu'on va finir par perdre pied, ne plus se reconnaître. Et donc, le processus de reconstruction est compliqué. Il est tout à fait faisable. Il n'est pas nécessairement extrêmement long, mais il est nécessaire de s'y attaquer, de s'y atteler avec grand sérieux, puisque vous allez voir, les dégâts causés sont des dégâts très importants. Alors, il faut savoir que ces gens-là, le fait d'affaiblir énormément, et on va voir à l'aide de quelle technique, ça n'est pas un processus aléatoire. Ça n'est pas simplement les conséquences de tensions relationnelles répétées. C'est une volonté consciente de détruire l'autre, de l'abîmer. Pourquoi, vous allez me dire? Pourquoi, alors que cette relation commence si bien, alors qu'on est dans un processus au départ qui semble être une superbe relation, de l'amour, de l'amitié, une vraie collaboration, un vrai partage, pourquoi est-ce qu'on arrive à des extrémités aussi fortes? Tout simplement parce que quand une personne est affaiblie, quand elle n'a plus confiance en elle, elle ne va pas menacer la supériorité du toxique. Elle va courber l'échine, elle va accepter, elle va être influençable, manipulable, on va pouvoir en faire ce qu'on veut. Et surtout quand cette personne, son estime d'elle-même est très faible, on peut facilement la chosifier. On peut facilement la traiter comme une quantité négligeable et elle ne va pas réagir. Et la personne en face toxique va se sentir confortée là-dedans. La personne toxique, ces personnes-là ont besoin, je vous le rappelle, d'une véritable toute-puissance. C'est des gens qui ne supportent pas la moindre atteinte à leur pouvoir, à leur contrôle absolu. Pour vivre, ils ont besoin de contrôler un autre être humain. Contrôler un autre être humain enfant, c'est quelque chose de pas trop difficile. Mais contrôler un adulte qui souvent réfléchit, est sensible, intelligent, c'est beaucoup plus compliqué. Et on va voir qu'en fait, ils vont s'appuyer sur des ressorts toujours les mêmes, qui sont des ressorts très rapides, extrêmement efficaces, quasiment imperceptibles. Et le point clé, c'est si je suis capable aujourd'hui, moi et d'autres personnes, d'indiquer les ressorts utilisés, c'est que ce sont toujours les mêmes. Et c'est donc qu'il y a une volonté délibérée de les utiliser pour asservir l'autre. Alors, le premier point qui est très important, c'est la phase du love bombing crée une intimité artificielle. Qu'est-ce que j'entends par le mot intimité? Je vais beaucoup me référer à des concepts de l'analyse transactionnelle aujourd'hui. L'intimité, c'est quand on se montre vulnérable, quand on se montre soi-même, quand on s'autorise à être qui on est avec une autre personne. L'intimité, c'est pas quelque chose nécessairement de très fréquent. Je ne parle pas d'intimité sexuelle ou amoureuse nécessairement. Je parle de proximité très grande. En fait, tout le talent de ces personnalités toxiques, c'est de créer très rapidement, grâce au love bombing, cette intimité factice. Et nous, rappelez-vous, on est comme des châteaux forts.
Notre personnalité, c'est comme un château fort. Le château fort, vous voyez un petit peu, il a un pont-levis, il a toute une bordure avec des gardes. On ne rentre pas normalement comme on veut dans la personnalité de quelqu'un. Quand on pénètre dans le château fort, il y a d'abord la cour des marchands, avec les gens qu'on ne connaît pas très bien. Et puis normalement avec le temps, quand on connaît de mieux en mieux la personne, qu'on a vu qu'on pouvait lui faire confiance, on la fait rentrer dans la cour des hommes d'armes, ensuite dans la cour des proches, et au dernier moment, vraiment quand on est sûr normalement de quelqu'un, on la fait rentrer dans notre donjon. Dans le donjon, il y a peu de gens, ce sont des gens normalement triés sur le volet, des gens dont on est absolument certain, parce qu'une fois dans le donjon, nous n'avons plus d'armes. C'est ce qu'on appelle l'intimité. On ne peut plus se protéger. Et la grande force de ces pervers narcissiques et contrôlants et autres, c'est d'être capable de passer du pont-levis au donjon en un temps record. Une fois qu'ils sont installés dans le donjon, ils commandent tout le château. Et c'est ça leur objectif, c'est-à-dire, en fait, c'est de l'asservissement, c'est de l'invasion. C'est exactement ce qu'on faisait au Moyen-Âge quand on prenait un château. D'abord, on pouvait peut-être... En fait, le love bombing, c'est le cheval de Troie. C'est ce qui permet de rentrer dans le château de façon très incognito, sans y toucher, sans avoir l'air de quoi que ce soit. Et une fois qu'on est dans la place, déjà pour être délogé, c'est très compliqué. Vous êtes totalement affaibli. Vos barrières habituelles qui vous permettent de trier parmi les gens, de valider est-ce que cette personne est bien ou pas, de garder votre libre arbitre dans une relation. Normalement, on garde ses pensées, ses croyances, ses opinions, on peut négocier, mais en même temps, on garde profondément qui on est. Eh bien, pas là. Alors, comment fait cette personne ? Pendant la phase du love bombing, cette personne, elle va observer très profondément qui vous êtes. Et elle va recueillir des informations sur vos blessures fondamentales, les blessures de l'enfance notamment. Et notamment, en analyse transactionnelle, on le voit souvent, les parents, la famille, souvent quand c'est dysfonctionnel, et je vous rappelle que quand on rencontre un pervers narcissique à l'âge adulte, c'est qu'on en a déjà rencontré un ou une personnalité très toxique, vraisemblablement pendant l'enfance. Qu'est-ce que ça fait qu'on ait rencontré ce genre de virus pendant l'enfance? Ça n'immunise pas, ça fragilise au contraire. Parce qu'on apprend du coup à travestir ses émotions. Normalement, on a des alerteurs internes qui nous renseignent sur est-ce que quelque chose est bon pour nous, est-ce qu'on nous respecte, est-ce qu'on nous aime. Si on a un parent pervers narcissique ou une personne de la famille, ou une personne proche, pendant l'enfance, on va apprendre que l'amour, c'est quelque chose qui fait mal. La personne va nous faire du mal en prétendant que c'est pour notre bien. La personne va nous coller toute la faute de son mauvais comportement. Elle va faire croire à l'enfant que c'est l'enfant qui est mauvais et elle va le punir par rapport à ça. Et donc cet enfant devenu adulte, il va garder de très profondes fragilités par rapport à ces éléments. Et ça veut dire que le pervers narcissique, une fois à l'âge adulte, son nouveau pervers narcissique, j'ai envie de dire, il va observer tout ça. Il va observer les injonctions implicites données par la famille dysfonctionnelle à cette personne. Ces injonctions, c'est du style « n'existe pas, ne pense pas, ne sois pas de ton sexe, ne sois pas heureux, ne me dépasse pas, ne sois pas proche ». On les a pas toutes, les injonctions, mais on en a un certain nombre. Le pervers narcissique va utiliser ça parce qu'évidemment, une personne qui a cette injonction n'existe pas, elle va être particulièrement fragile en cas de remise en cause. Et la personnalité toxique va insister sur le fait qu'elle est mauvaise, qu'elle n'a pas sa place, va la rejeter par moments, tout en soufflant le chaud et le froid. Et ça vient aggraver une blessure déjà existante. Et face à ça, nos réactions habituelles, c'est de se soumettre comme dans l'enfance, c'est de courber les chines. Le pervers narcissique, le narcissique, le oula, le contrôlant, la contrôlante, c'est des gens qui vont beaucoup susciter notre honte. La honte, c'est une émotion sociale. Et qu'est-ce qui se passe si on active ma honte tout le temps, de façon imprévisible? Ma réaction, la honte, elle sert à ça à la base. Elle sert à
à me permettre de rentrer dans le groupe. Donc, je vais courber l'échine et je vais obéir. Et ce faisant, je vais oublier qui je suis et je ne vais pas penser à me défendre. Je vais avoir, face à cette personnalité toxique, de plus en plus de réactions enfantines. Et dans l'enfance, qu'est-ce que j'ai appris du pervers narcissique ou de la personnalité toxique autour de moi? C'est que je devais me soumettre parce que sinon les conséquences étaient dramatiques, ravageuses. Je risquais d'être abandonnée et je ne pouvais pas survivre, je ne peux pas survivre sans mon parent. Je vais apprendre parce que souvent j'ai un autre parent codépendant qui me dit surtout ne l'excite pas, ne le perturbe pas, ne crie pas, ne dis rien. Je vais apprendre du coup à me taire, à me soumettre, à retourner toute la faute contre moi. Et la personnalité toxique que je vais rencontrer à l'âge adulte va utiliser les mêmes ressorts, elle va être imprévisible, donc je vais être tout le temps sous le mode du stress. Et le stress, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que c'est mon cerveau reptilien qui va prendre le contrôle. Le cerveau reptilien, il pense qu'à fuir ou à combattre, ici plutôt à fuir et à se taire, et il pense pas du tout à analyser, donc je vais progressivement me soumettre. Comme penser librement, c'est coûteux dans ce genre de relation et c'est très risqué, je vais abdiquer ma pensée libre progressivement parce que ça devient trop difficile à maintenir. Cette personne en face de moi, plus je vais manifester d'affaiblissement, plus elle va se sentir justifiée, supérieure et je vais la voir comme au-dessus de moi, je vais la voir comme une figure parentale déifiée et du coup, je vais obéir, je vais me soumettre, je vais perdre confiance en moi, je vais me sentir comme une loque et comme en plus, je vais être traitée comme ça de plus en plus, avec de moins en moins d'égards, avec le fait d'être mise en concurrence avec d'autres gens, avec le fait d'être dévalorisée subtilement, avec le fait que je n'arrive jamais à saisir ce qui se passe réellement dans les interactions, puisque cette personne joue le chaud et le froid. Donc, dès que j'arrive un petit peu à comprendre ce qui se passe, elle va de nouveau redevenir gentille. Progressivement, je perds pied, je ne sais plus comment faire. Et évidemment, cet affaiblissement après est relativement durable. D'où l'intérêt du travail sur soi par la suite, de recommencer, de se rétablir, de voir toutes les failles, d'aller les combler. Finalement, le pervers narcissique, c'est une rencontre qui permet de faire un état des lieux, des failles notamment de l'enfance, et d'aller les colmater, les réparer pour découvrir notre véritable personnalité. Je vous embrasse.